Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Alors aujourd'hui, je reçois deux personnes. Je reçois Vanina Deneux-Lebart. Bonjour Vanina. Bonjour Laurent. Vanina, tu es chercheuse en sociologie à l'IFCE, ici à Saumur. Je reçois Zinia Guitin. Bonjour Zinia. Bonjour Laurent. Alors Zinia, tu es doctorante en sociologie pour la Fédération française d'équitation. Et donc tu as effectué cette thèse qui était encadrée en partie par Vanina. Alors Vanina, tu vas nous détailler un petit peu ce projet. Je crois que ça s'inclut dans un projet plus général qui s'appelle le projet Centaure des Jeux Olympiques et Paralympiques. En effet, c'est un projet que je porte scientifiquement qui dure environ 4 ans. On est dans la dernière année, celle de la valorisation. Et donc, le projet est accueilli au sein du collectif Animals Lab de l'UMR Innovation à l'INRAE de Montpellier. Et donc, le projet est en partenariat, tu viens de le dire, avec la Fédération française d'équitation, puisqu'elle finance la thèse CIFRE avec l'Agence nationale de la recherche et de la technologie. Et par ailleurs, nous avons un financement assuré par le conseil scientifique de la filière équine. Donc, cette thèse que je co-encadre avec Jocelyne Porcher et Sylvie Pérez est un accompagnement scientifique à la performance qui a été mené dans un contexte très particulier puisque c'est le temps des Jeux Olympiques à Paris. Donc, au moment de la préparation des collectifs humains-chevaux qui étaient dans la liste à cheval pour Paris. Donc, c'est une recherche qui comporte 3 axes principaux. Donc, d'une part, on regarde comment s'engagent les chevaux sportifs de haut niveau. Est-ce qu'ils ne font qu'un travail sportif ou est-ce qu'il est attendu d'eux d'autres tâches, d'autres activités? Comment est-ce que, justement, ce travail du cheval est reconnu par les humains, que ce soit les grooms, les cavaliers, les staffs et ainsi de suite? Donc, on regarde un peu comment se construit le collectif de travail humain-chevaux avec un noyau cavalier-cheval-groom et puis l'environnement de ce noyau. Donc l'environnement du cheval avec les vétérinaires, les maréchaux ferrants, les masseurs, etc. L'environnement du cavalier et puis l'environnement des deux avec les staffs fédéraux. Enfin, on va analyser les conditions de travail nécessaires à l'amélioration ou à la conservation des performances sportives tout en maintenant, bien évidemment, la bonne santé physique et mentale des individus. Donc là, comme je l'ai dit, on est dans la dernière phase avec la valorisation scientifique, la vulgarisation et puis la restitution aux équipes de la fédération. C'est une thèse qui a commencé en 2022 ? Tout à fait. Cette thèse, on va le voir, elle met en avant le rôle central des grooms dans cette recherche de la performance. Alors Zinia, je voudrais que tu nous expliques un petit peu comment tu as mené tes travaux de recherche, à qui t'es-tu adressé ? Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai mis en place une méthodologie qui reposait à la fois sur des observations participantes et non participantes, donc c'est-à-dire que je me suis rendue sur le terrain lors de compétitions internationales, de stages d'entraînement, de masterclass et chez les cavaliers, et j'ai mené là-bas des observations qui consistaient principalement à observer les personnes, à échanger avec elles et à tout consigner dans un carnet. Alors tu as mené combien de jours d'observation, combien d'enquêtes, combien d'entretiens ? Alors j'ai mené 90 jours d'observation au total et avec ces observations, j'ai ensuite mené des entretiens semi-directifs, donc avec 48 personnes différentes. Parmi ces personnes, il y avait des cavaliers, leurs grooms, des entraîneurs, des vétérinaires, des membres de l'équipe fédérale de chaque discipline que j'ai observée, sachant que j'ai observé en concours complet d'équitation, en concours de saut d'obstacle et en paradressage. Alors, ce qui nous intéresse en particulier, là, aujourd'hui, ce sont les grooms. Combien de grooms as-tu consulté, interviewé ? Alors, j'ai échangé avec 16 grooms, dont 2 hommes. Donc 14 femmes, alors. C'est ça. Et quel était le profil de ces grooms en général ? Alors les grooms que j'ai rencontrés, déjà je tiens à préciser que je les ai rencontrés dans un contexte qui est assez particulier, qui est celui des Jeux Olympiques et Paralympiques, oui. Notamment la
période de préparation de ces jeux. Donc ce sont des grooms qui travaillent dans le très haut niveau et qui travaillent dans un contexte, un environnement où il y a beaucoup de pression, d'autant plus que ces jeux avaient lieu à Paris. Parmi les grooms que j'ai rencontrés, plusieurs choses déjà se démarquent. Elles sont... Ah oui, je parle d'elles au féminin. Je vais le préciser parce que ce sont majoritairement des femmes que j'ai rencontrées. Donc je fais ce choix volontaire de parler d'elles au féminin. D'accord, bon, donc pour une fois, le féminin l'emporte alors. Exactement. Alors ce sont des jeunes avant tout, non ? C'est ça. Elles ont majoritairement entre 18 et 35 ans. Et ce sont des jeunes femmes qui viennent de milieux socioprofessionnels favorisés à l'origine. Ce sont des jeunes femmes qui sont souvent bien diplômées. Elles ont des diplômes de niveau 4, 5 ou 6, qui ont des diplômes pour l'enseignement, pour la gestion d'entreprises dans le milieu hippique. Et ce que j'observe, c'est qu'elles sont souvent surdiplômées par rapport à ce qui est attendu pour le métier de groom de compétition. Oui, il y a très peu de formation pour les grooms. Il y en a une au Pin, je crois. Oui. C'est quel niveau de formation ? Alors la formation au Haras du Pin, c'est une formation diplômante de niveau 4 et c'est une formation spécifique pour les grooms aussi bien maison que concours, c'est-à-dire pour les grooms qui vont rester aux écuries s'occuper des chevaux et celles qui vont accompagner en compétition. Sachant qu'il y a d'autres formations qui sont accessibles aux grooms mais qui ne forment pas nécessairement pour groomer. Par exemple, moi j'ai rencontré des grooms qui ont fait la formation internationale du Haras de la Sens, d'autres grooms qui ont fait des formations des BPGEPS ou des DESGEPS. Et après, certaines grooms qui ont fait des formations directement chez les cavaliers qui proposent des formations spécifiques pour les grooms. D'autres qui ont été formés sur le tas, avec des guillemets, parce que c'est une expression un peu du terrain aussi. Et enfin, d'autres grooms qui ont des formations complètement différentes. Enfin, j'ai une groom qui vient de l'Académie de Versailles, par exemple, qui est formée sur le spectacle équestre et qui groom dans un contexte très particulier qui est pour les Jeux paralympiques. Et un autre groom qui a un BTS en management des entreprises et lui qui groom, on reviendra dessus, sa compagne en particulier. Oui, parce que c'est aussi quelque chose qu'on rencontre. Donc en règle générale, un niveau de formation supérieur à celui attendu pour un métier de groom. Zinia, maintenant, je voudrais qu'on parle des motivations de ces personnes. Qu'est-ce qui les motive à s'orienter vers ce type de métier ? Alors en premier lieu, il y a l'amour du cheval. Cet amour du cheval, c'est ce qui amène les grooms à s'orienter dans un métier autour des chevaux. Et après, plus particulièrement dans le sport de très haut niveau, eh bien, il y a ce deuxième critère de motivation qui est le sport de très haut niveau. Il faut savoir que pour certaines grooms, le sport de très haut niveau, il est perçu comme un milieu qui va leur permettre de travailler avec des chevaux où leur bien-être va être respecté. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines grooms que j'ai rencontrées expliquent avoir eu des expériences plutôt malheureuses dans certaines structures, pas forcément de haut niveau, et n'ont pas voulu quitter la filière, mais ont voulu chercher à travailler à un endroit où elles allaient pouvoir être en accord avec leurs valeurs. Et le haut niveau, pour plusieurs d'entre elles, représente cet endroit. Sachant que ça ne veut pas dire qu'elles ne connaissent pas les difficultés liées au haut niveau et les polémiques qu'il peut y avoir dans le milieu. Est-ce que ça veut dire aussi qu'elles sont attirées par le prestige du haut niveau ? Je pense qu'on peut dire qu'en effet, groomer à très haut niveau, c'est une façon d'accéder au très haut niveau et à tout le prestige symbolique qui vient avec, quand on n'a pas nécessairement les moyens économiques, enfin le capital social et économique à l'origine pour pouvoir y entrer. Une forme de voie détournée, quoi. C'est ça. Alors elles sont aussi, ce qu'il y a une importance pour eux, c'est de s'occuper de chevaux célèbres, non ? Alors oui et non. Il y a un prestige qui est associé au fait de s'occuper de chevaux de tête, donc les chevaux de tête étant les chevaux de très haut niveau des cavaliers. Donc on peut voir une sorte de glissement de la célébrité du cheval vers la groom. Cependant, on observe des grooms qui travaillent à la maison et donc elles qui ne bénéficient pas de ce prestige associé au cheval de tête. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont plus attachées aux chevaux qui restent à la maison qu'aux chevaux qui partent en concours. On a les grooms de compétition qui peuvent parfois aussi être les grooms maison. Donc il y a un cumul des fonctions chez les grooms et qui, elles, sont souvent très attachées aux chevaux qu'elles accompagnent en compétition. Et après, on a les grooms freelance. Et je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Mais ces grooms freelance qui peuvent s'attacher aux chevaux et en même temps qui changent d'écurie et de système très régulièrement, ce qui fait que ça interroge aussi cet attachement aux chevaux. Alors, il y a parfois aussi un statut particulier lorsque ces grooms, finalement, sont issus de la famille des cavaliers. Est-ce que ça ne change pas un peu leur mission dans ces cas-là ? Si, tout à fait. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des parents
mais aussi des conjoints, des conjointes qui vont travailler en tant que groom. C'est un travail qui va souvent être gratuit, enfin qui n'est pas rémunéré, et qui pose certaines questions, notamment quant à la valorisation du métier de groom. Ça interroge parce que ce métier de groom, dont on va parler tout à l'heure des conditions de travail, il est relativement difficile, et quand il est fait par des personnes qui sont a priori pas formées pour ça, qui n'ont pas forcément les compétences, et qui le font en plus de ça de manière gratuite, l'effet que ça peut avoir, c'est une forme de dévalorisation de ce métier. Oui, c'est une forme de sous-valorisation. Et en plus, on va les orienter vers des missions qui ne sont pas forcément celles attendues pour un groom. Plutôt l'inverse. Les parents, les conjointes vont faire uniquement, j'ai envie de dire, une forme de travail prescrit. C'est-à-dire que les parents vont faire les soins aux chevaux, vont sceller les chevaux, mais ils vont pas nécessairement faire tout ce qui est de l'ordre du travail réel, dont on va parler juste après, et qui là vient en fait vraiment de ce métier de groom et du fait qu'elles font tout ce qu'elles vont faire pour permettre la performance, mais qu'elles apprennent à faire en faisant leur travail prescrit. Alors tu parles de travail prescrit, de travail réel. Quelle est la nuance entre ces deux notions ? Alors le travail prescrit d'un côté, en fait, c'est tout ce qui est de l'ordre de la fiche de poste. Donc si on reprend la fiche de poste Wikipédia sur le métier de groom, on va retrouver les soins qui sont liés aux chevaux, la préparation, l'échauffement des chevaux, la prophylaxie, la logistique, tout ce qui est de l'ordre de déplacement des chevaux en camion, etc. Donc ça, c'est le travail prescrit, c'est ce qu'on retrouve aussi sur un contrat de travail. Le travail réel, c'est tout ce qu'elles vont faire pour que ça marche. Tout ce qu'elles vont faire, en fait, pour que le travail de performance, il ait lieu et qui va au-delà du travail prescrit. Est-ce que, Vanina, tu veux préciser la différence entre les deux ? En fait, le travail prescrit, ce sont les tâches à faire. Donc, pailler un box, natter un cheval, etc. Et le travail réel, c'est tout ce que l'individu va mettre de ses connaissances, de son expérience, de ses capacités manuelles et ainsi de suite, à faire cette tâche-là et éventuellement à faire un peu plus que ce qui est prévu pour être sûr que ça marche bien ou que la tâche soit bien réalisée. Ça s'amplifie avec la recherche de performance. Oui, pour revenir sur le travail réel des grooms, éventuellement, je peux venir donner plusieurs exemples de qu'est-ce qu'elles font pour permettre la performance. Une des premières choses, déjà, tourne autour de leur travail en tant que nounou. Alors, nounou, c'est un mot qui est un petit peu fort, c'est un mot qui vient de nourrice à l'origine et qui désigne le travail avec les enfants, le fait de prendre soin des enfants. C'est un mot qui est utilisé autant par les cavaliers que par les grooms elles-mêmes pour se qualifier leur métier. Donc elles se décrivent comme des nounous, des tatas, des mamans qui s'occupent de leurs bébés, de leurs enfants, qu'elles s'approprient d'ailleurs. Elles parlent souvent de leurs chevaux, en disant « ce sont aussi nos chevaux ». Qu'est-ce qu'elles font ? Au-delà de simplement prodiguer des soins aux chevaux, elles mettent en place des routines et tout un système qui découle de l'affectivité qu'elles ont pour les chevaux et du temps qu'elles ont à leur accorder pour mettre les chevaux dans les meilleures conditions possibles pour performer. Notamment pour aussi respecter leur intégrité physique et mentale. Je vais donner un exemple concret. Le travail qu'elles font, ce travail réel d'affectivité, de soins, c'est la différence entre une groom qui va brosser un cheval et une groom qui va prendre le temps de rechercher où est-ce que le cheval il aime être brossé, où est-ce qu'il n'aime pas ça, quelle brosse il préfère, est-ce qu'il aime bien écouter de la musique en même temps, qu'est-ce qui le détend. Et donc, en fait, c'est mettre le cheval dans des conditions optimales. Ça n'est possible que s'il y a un investissement subjectif et affectif des grooms. Et ce temps qu'elles passent à s'occuper des chevaux et à apprendre à les connaître permet de devenir l'intermédiaire entre le cheval et le cavalier. Ce sont elles qui vont informer les cavaliers de la santé du cheval, mais aussi de son humeur, de comment est-ce qu'il se sent aujourd'hui, est-ce qu'il va pouvoir concourir ou pas. Ce sont aussi elles qui vont être l'intermédiaire entre le cheval et les équipes fédérales, qui, quand ils ont besoin d'avoir une information sur le cheval, vont chercher la groom. Et ce sont elles qui vont aussi être l'intermédiaire entre le cheval et les vétérinaires et les maréchaux ferrants. J'ai un maréchal ferrant qui me raconte, par exemple, ne pas pouvoir s'occuper de certains chevaux de très haut niveau sans la présence de la groom parce que les chevaux sont intenables. Et c'est ce travail que font les grooms avec les chevaux, le fait de prendre le temps de prendre soin, qui rend les chevaux manipulables. Pourquoi c'est important pour la performance ? Eh bien parce que si les chevaux ne peuvent pas être soignés, que ce soit par les vétérinaires, les grooms, les ostéopathes, les masseurs, etc., ils ne peuvent pas performer. Au-delà de ce travail que font les grooms de soins pour les chevaux,
ce que j'ai observé, c'est qu'elle s'occupe aussi des cavaliers. Comment ? Eh bien, une chose qui m'a surprise sur le terrain, c'est de constater qu'il y avait une équipe vétérinaire très large pour s'occuper des chevaux, mais une équipe médicale plutôt réduite autour des cavaliers. Les cavaliers, comme tout sportif de très haut niveau, sont abîmés. J'ai rencontré des cavaliers avec des clavicules cassées, des côtes cassées, qui partaient tout de même sur des épreuves à très haut niveau. Et ce sont les grooms qui s'occupaient de les masser avant les épreuves pour qu'ils soient en état de concourir. Les masser avec les outils pour les chevaux, ce qui est quand même assez intéressant. Oui, donc on voit effectivement la diversité du travail effectué réellement par les grooms et le rôle central finalement qu'elles occupent dans la performance. Tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais tout ça, ça demande un certain temps de travail, non ? Exactement. Ça demande une disponibilité temporelle relativement importante et qui mène en fait à des semaines de travail qui peuvent être décrites comme hors normes. Il n'est pas rare qu'une groom de concours, notamment dans les disciplines du saut d'obstacle, fasse jusqu'à 90 heures de travail dans sa semaine. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'elles partent en camion, qu'elles ont plusieurs heures de route pour arriver à leur destination, que là-bas, elles sont avec les chevaux 24 heures sur 24 et ce sont elles qui deviennent responsables des chevaux pendant toute la durée du concours. Elles sont levées les premières pour s'en occuper, à 5 heures du matin, couchées les dernières à minuit, voire plus tard, notamment dans les épreuves indoor. Et ce sont elles qui, à la fin de la semaine de concours, repartent avec les chevaux et font 8 heures de route dans l'autre sens pour ramener les chevaux à bon port. Ce qui fait des semaines extrêmement chargées. Et ce que ça interroge, c'est le temps qu'elles ont finalement de disponible pour pouvoir s'occuper correctement des chevaux. Notamment quand on prend en compte l'accélération et l'intensification de la performance aujourd'hui. Il faut voir que la performance aujourd'hui, c'est toujours en faire plus. Les cavaliers partent de plus en plus souvent avec leurs chevaux, avec de plus en plus de chevaux. Ils vont plus loin et ils concourent plus souvent. La trêve hivernale, elle tend à disparaître, et ce, dans toutes les disciplines, notamment avec les concours indoor. Et ce que ça fait, c'est que finalement, ce temps dont elles ont besoin pour s'occuper des chevaux correctement, eh bien, il est divisé par le nombre de chevaux dont elles ont à s'occuper, par le nombre de choses qu'il leur est demandé de faire, puisque, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire là, en dehors de s'occuper des chevaux, il peut leur être demandé de s'occuper aussi des enfants, des cavaliers. Et toutes ces choses-là, mises bout à bout, viennent diviser leur temps de travail et donc la possibilité de faire du bon travail et de s'occuper correctement des chevaux. Alors Signa, en plus de cet énorme temps passé de temps de travail, est-ce qu'il n'y a pas en plus une charge mentale qui s'ajoute pour ces grooms ? Alors oui, et tu fais bien d'en parler parce que les grooms, il est attendu d'elles qu'elles soient aussi responsables des chevaux. C'est-à-dire qu'elles déchargent les cavaliers de la responsabilité de chevaux. Sachant que dans le cadre du CSO, ce sont des chevaux qui peuvent valoir jusqu'à plusieurs millions d'euros, dont elles sont responsables dans le camion, donc elles doivent faire attention à leur conduite, mais elles en sont aussi responsables sur les lieux de concours, et c'est pour ça qu'elles logent d'ailleurs sur les lieux de concours et dans les camions pour être disponibles à tout moment du jour ou de la nuit s'il devait arriver quelque chose au cheval. Et ce faisant, elles déchargent aussi le cavalier mentalement, émotionnellement, de tout ce qui a trait au cheval. Elles lui permettent de ne pas être fatigué au moment de la compétition, d'être dans les meilleures dispositions nécessaires. Donc, en plus de prendre en charge l'intégrité physique et mentale des chevaux, elles prennent aussi en charge l'intégrité physique et mentale des cavaliers, ce qui est quand même relativement extraordinaire, je trouve. Alors Signa, dans le cadre de ces conditions de travail, il y a des nouveaux statuts qui se développent, et notamment on voit apparaître de plus en plus de grooms en freelance. Oui, alors le groom freelance, j'en ai rencontré 4 dans le cadre de ma recherche, et ce qu'elle m'explique, c'est que c'est une façon pour elles d'avoir un meilleur contrôle sur leurs conditions de travail, de pouvoir choisir avec qui elles travaillent, dans quelles conditions, pour quelle rémunération. Ça s'accompagne cependant d'une forme de précarité, et je vais passer la main à Vanina. Alors, le terme de freelance est beaucoup plus chic parce que c'est en anglais, mais c'est avant tout des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. C'est principalement avantageux pour les entreprises qui recourent à ces prestataires et ici pour les cavaliers. Alors, à court terme, c'est évidemment très avantageux pour les auto-entrepreneurs. Notamment en termes de rémunération. À moyen et long terme, ça peut déjà un peu plus se discuter, et encore plus dans les métiers comme les grooms, où quand même il y a la question du risque avec les chevaux, le risque de blessures, d'accidents, etc. Donc en fait, ce statut freelance
pose la question de l'accès aux soins. Alors évidemment, la sécurité sociale, elle est assurée, mais la protection sociale plus générale en cas de maladie, d'accident, de prise en charge des accidents, ou à plus long terme, la question de la retraite est clairement en défaveur des auto-entrepreneurs. Donc ça crée une sorte de précarité, en fait. Absolument, oui. Et tu évoquais la rémunération. Est-ce qu'on a une idée du salaire de ces grooms ? Alors, dans ce projet, on n'a pas posé clairement la question aux grooms. Donc, on n'a pas eu de collecte de données, donc on ne va pas pouvoir répondre très clairement à ta question, Laurent. En revanche, on a d'autres sources qui nous permettent déjà d'avoir des idées sur ce qui peut se faire. Donc, en France, il y a la convention collective des personnels des activités hippiques. Et donc, les grooms rentrent dans les catégories soit soigneurs, soit cavaliers soigneurs, soit responsables d'écurie. Et selon la convention collective, les salaires indicatifs vont entre 1 700 et 1 800 euros. Et après, si on va outre-Manche, l'association anglaise des grooms a publié un rapport en 2024 qui évoque les conditions de travail des grooms en Angleterre. Alors, c'est pas spécifique aux grooms de haut niveau. C'est les grooms en général et tous ceux qui ont répondu aux auteurs du rapport. Par contre, le rapport indique un tableau relativement accablant concernant les conditions de travail. Il évoque leur vulnérabilité, précarité, insécurité financière. Il parle de défaillance, notamment dans le paiement des salaires, parfois non payés, le non-respect du minimum légal, du montant, le non-paiement des heures supplémentaires, ou alors c'est très tardivement payé. Un autre exemple, ça va être les pressions que vont endurer les grooms pour ne pas prendre ou prendre très peu de congés légaux. Donc c'est vrai que c'est un rapport qui pose énormément de questions sur les conditions de travail des grooms en Angleterre. Alors on commence à cerner un petit peu mieux la situation de ces grooms et on s'aperçoit effectivement qu'il y a cette complexité, cette forme de recherche de reconnaissance en approchant des métiers prestigieux, des chevaux prestigieux et des cavaliers prestigieux dans la recherche de la performance. Est-ce que quelque part ça n'entretient pas un peu le système ? Oui, ou tu pourrais aussi poser la question de la servitude volontaire, en fait. Alors bon, c'est pas récent comme question, ça apparaît dès le XVIe siècle avec Étienne de la Boétie, donc c'est quelque chose qu'on s'est toujours posé. Et puis c'est un thème de la sociologie du travail, de la psychodynamique du travail, donc qui sont nos cadres théoriques. Et en fait, ça reprend déjà un certain nombre d'éléments qu'on a évoqués. Dans la servitude volontaire, il y a le volontaire, donc il y a tout ce que l'individu retire pour lui-même, l'intérêt qu'il éprouve à sa situation. Donc là, on voit bien l'intérêt personnel des grooms autour du prestige, de ces chevaux hors normes, la possibilité d'aller aux Jeux Olympiques. Il y a aussi bien évidemment cette question de la passion. L'engagement se fait par amour des chevaux, par passion pour le métier, pour les chevaux, et c'est quelque chose qu'on avait déjà montré avec Charlène Lourd, le rôle de la passion dans le travail. Alors pas seulement avec les grooms, mais de manière générale. Donc c'est... Oui, on l'avait abordé dans un podcast sur la place des femmes dans la filière équine. Oui, tout à fait. Et en fait, la passion, c'est le moteur pour s'engager, pour travailler avec les chevaux, quel que soit le secteur d'activité. C'est ce qui permet d'y rester. Et quand ça va mal, c'est ce qui permet de tenir, en fait. Mais à cette passion-là, il y a aussi une part plus obscure qui fait qu'on va accepter de faire des choses par passion. Il y a l'aspect un peu sacrificiel de la passion, donc on compte pas ses heures, etc., etc. Autre élément qui vient toujours dans cette tension autour de la servitude volontaire, c'est le plaisir de travailler avec d'autres grooms, avec l'affectivité qu'il y a au sein, les amitiés qu'il y a au sein de ces collectifs. Alors Zinia, il y a un collectif de grooms qui existe ? Alors oui, on observe une grande solidarité entre les grooms, notamment dans le concours complet et le paradressage. Et ce sont des grooms qui se soutiennent, qui s'aident, qui travaillent beaucoup ensemble pour aller au bout de la compétition, mais aussi pour pouvoir aller au bout de leur travail. Donc oui, je pense qu'on peut parler d'un collectif de grooms. Et il existe, Vanina l'a évoqué tout à l'heure, une association en Angleterre. C'est ça. Alors Vanina, tu l'as évoqué, cette servitude, cette passion sacrificielle. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur ce sujet ? En fait, ce que l'on voit aussi, c'est
le sentiment de redevabilité vis-à-vis des cavaliers. Donc redevabilité pour faire partie de cette aventure du haut niveau, de compétitions prestigieuses et notamment l'aventure olympique. Et puis suivant les statuts des grooms, la redevabilité pour être nourri, pour être logé par les cavaliers. Donc au final, on voit bien cette servitude qui est toujours dans une tension, parfois dans un paradoxe entre le plaisir éprouvé et puis des réalités avec des conditions de travail qui peuvent être difficiles, avec des formes d'exploitation très nettes des grooms, et où, en effet, la question est bien de montrer tout ce qu'elles font et d'avoir une reconnaissance à leur juste mesure. Alors Zinia, on arrive à la fin de cet échange. On voit bien donc cette ambiguïté autour de ce métier de groom. Je voudrais qu'on s'intéresse aux perspectives maintenant pour essayer de faire évoluer ces conditions. Peut-être déjà s'intéresser au contenu des formations. Tout à fait. Je pense que la formation, c'est le meilleur moyen de les sensibiliser sur la réalité de leur métier, en allant plus loin que le contenu actuel, en l'actualisant notamment avec ce qu'on a observé sur le terrain. Je pense que la formation, c'est aussi l'un des endroits où on peut mieux les informer sur leurs droits, notamment au regard du Code du travail. Et on en parlait tout à l'heure, il y a donc une association en Angleterre autour des grooms. Je pense que c'est aussi une autre façon de mieux les protéger et de mieux les informer sur les réalités de leur travail, mais aussi de mener des enquêtes à plus grande échelle sur les réalités de leur métier, que d'avoir l'équivalent de cette association anglaise chez nous en France. Oui, pour que cette profession se structure un petit peu, effectivement. Mais on est quand même dans une période de changement. On sent qu'il y a une prise de conscience quand même. Est-ce qu'on n'est pas un peu au début de la reconnaissance de ces grooms ? Oui, et c'est important de le reconnaître. Il y a une reconnaissance institutionnelle qui est de plus en plus importante. On a notamment, par exemple, le nom des grooms est mentionné maintenant au début des grandes compétitions, en même temps que celui des chevaux et des cavaliers. Il y a aussi la Fédération équestre internationale qui a mis en place diverses concours ou formes de reconnaissance matérielle et symbolique du métier de groom. Maintenant, donc, ces reconnaissances qui, en effet, existent et qui sont un excellent début pour reconnaître ce métier ne sont pas, pour l'instant, suffisantes. Et ça, c'est une étude qui a été menée par Susanna Holle et Inga Wolfram en 2024 et 2025 sur un peu plus de 1000 grooms, qui montrent que ces reconnaissances institutionnelles, si elles ont un effet bénéfique, ne permettent pas cependant de répondre aux vraies attentes des grooms, qui sont plutôt sur des reconnaissances matérielles, syndicales, et où ce qu'elles attendent, c'est une meilleure valorisation de leur métier. Ce qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est que on sous-estime encore la technicité de tout le travail que font les grooms et l'ampleur de tout ce qu'elles exécutent pour permettre la performance. Et une meilleure valorisation et une meilleure reconnaissance de leur métier va passer par la reconnaissance de tout ce qu'elles font pour permettre la performance. Merci Zinia. Merci Vanina. Merci Laurent. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.